Ah, moi j'ai hâte de voir ce que vont donner les LMP3. Je te promets. Il y a une Ferrari qui remonte comme une balle derrière et qui finit finalement 3ème. Je ne l'ai pas identifié. C'est mon petit Pierre Herrey qui était au volant, disons. Quand je vois la liste des engagés, je me dis mais elle est où la catégorie LMGT3 ? Ah bah oui, elle est verte. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur en chef d'Endurance Mag, tout fraîchement revenu d'Espagne, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais j'ai pas eu le temps de bronzer là-bas, hein. J'étais sous la flotte pendant 4 jours, donc j'ai ramené des souvenirs, mais j'ai pas ramené de coups de soleil. Non, c'est vrai, tu vas nous raconter tout ça. En tout cas, dans ce 55e numéro, on va présenter la saison 2025 de LMS avec un focus précis sur les 4 heures de Barcelone. Ça sera la manche d'ouverture de la saison donc, qui se déroule ce week-end. Et c'est la reprise donc enfin de ce championnat européen. On a eu le WEC qui a commencé, on a eu l'IMSA, on a parlé évidemment de l'Asian Le Mans Series et on va parler un petit peu des compétitions historiques Peter Otto qui ont ouvert le bal donc justement après le Qatar où là j'imagine qu'il faisait plus chaud que ce qui s'est passé ce week-end à Barcelone, mais tu nous en reparleras un petit peu tout à l'heure. Vous savez que l'année dernière on a retracé les 20 ans de l'histoire de l'ELMS, un championnat qui a été créé en 2004, donc c'était assez intéressant justement. Si vous avez l'occasion d'y retourner et de réécouter cet épisode ou de le découvrir tout simplement, je crois que c'était le 8ème, si ma mémoire est bonne. Wow. Mais en tout cas, dans l'Endurance Club, eh bien, on va vous donner des chiffres, des infos et des statistiques pour vous permettre de mieux connaître, ça vous le savez, le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et j'ai l'impression qu'on va vibrer ce week-end avec donc Barcelone, les 4 heures de Barcelone, l'ouverture de la saison ELMS avec un maximum d'engagés encore une fois. Là, actuellement, en ce début de semaine, les pilotes sont déjà à Barcelone pour leur prologue parce que oui, on va prendre évidemment les repères, on va prendre un petit peu les habitudes pour savoir ce qui va se passer ce week-end. Il va falloir faire attention à la dégradation des pneus, attention peut-être à la météo aussi. A priori, il fait beau, mais on va parler de tout ça. 44 voitures engagées, qu'est-ce que ça t'inspire Geoffroy pour le succès encore de l'ELMS, vraiment un championnat qui ne cesse de monter en puissance? Bah écoute, moi je kiffe comme d'hab avoir un début de saison comme ça à Barcelone, c'est devenu un peu le rendez-vous traditionnel du début de saison où normalement on y va parce qu'il fait beau, je te dis, moi je suis passé, j'ai choisi le mauvais week-end. Mais non, j'aime bien et surtout il y a toujours... Je sais pas trop à quoi m'attendre cette saison parce que depuis qu'on a lancé Endurance Club, mais avant, pour les plus fans hardcore, on avait quand même un peu aussi des débriefs sur Twitch. Je me souviens, on avait commencé comme ça avec la saison à Barcelone et je sais jamais trop quoi attendre parce qu'on a eu 2 saisons qui étaient marquées par une domination, on va dire, entre d'un côté WRT et puis ensuite Prema. On a eu une saison dernière qui était quand même beaucoup plus ouverte. Donc la première course, c'est un peu le truc où tu te dis... Voilà, ok, ah oui, c'est telle équipe. Et l'année dernière, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, c'est telle équipe qui gagne. Ok, ils vont marcher sur la saison comme c'était déjà le cas avant. Cool Racing, ils vont être au-dessus, etc. Voilà. Et puis, pas du tout. On l'a vu que pas du tout. Donc, je sais pas comment ce millésime 2025 va se dérouler. Est-ce qu'on va avoir un scénario comme l'année dernière ? Franchement, ça semble probable parce que c'est quand même un plateau, comme tu l'as dit, qui est très riche, très dense et avec beaucoup de belles forces en présence. Ou est-ce qu'on va avoir une domination, un commandement d'une équipe. En fait, il y a plein d'enjeux. On est là pour ça, de toute façon, pendant 1 heure pour en parler. Hein. Mais je trouve qu'il y a plein d'enjeux entre équipes historiques qui pourraient peut-être reprendre le commandement. Je pense à Algarve, je pense à United. Entre équipes qui, à mon avis, vont devoir quand même franchir un step. Je pense à IDEC, où maintenant, il y a quand même un partenariat qui est officialisé. Donc, voilà. C'est vrai. Puis, il y a les acteurs, évidemment, classiques. Je pense à TDS, je pense à Duquesne, Inter Europol, enfin... J'avoue que je sais pas trop de quel côté aller regarder et sur lequel miser, quoi. Ah, ça va être super intéressant. On a 13 voitures engagées en LMP2 Pro, 8 en LMP2 Pro Am, donc avec un pilote bronze qui est forcément dans l'équipage. On a des LMP3, 10 LMP3 avec des nouvelles équipes qui arrivent, et ça, on va y revenir parce que j'ai l'habitude de les commenter en Michelin Le Mans Cup. Maintenant, il y en a certains qui arrivent en LMP3, c'est normal, c'est la pyramide de l'endurance. Et puis, les LMGT3 avec leur nouvelle petite couleur, hein, ce n'est plus le orange, mais maintenant, ce sera le vert comme en WEC. Donc, ça va changer un tout petit peu les choses. Moi, je suis pas habitué quand je vois la liste des engagés, je me dis mais elle est où la catégorie LMGT3 ? Ah bah oui, elle est verte. Et il y a 13 voitures aussi, donc un total de 44 autos engagées avec des pilotes incroyables parce que tu as parlé des équipes.
Mais Oui. moi, je vais aussi m'intéresser aux pilotes parce que tu as quand même des champions du monde, tu as quand même des pilotes qui ont l'habitude de l'ELMS, d'autres qui vont le découvrir, qui viennent de la monoplace, et puis certains qui reviennent aussi. Je pense à Thomas Laurent, notamment, qui sera en catégorie LMP2 Pro-Am avec DKR Engineering. C'est vrai que bah, ça, finalement, Carrément. c'est aussi tout le secret de l'ELMS, je trouve, et tout le sel de l'ELMS, puisque, bah voilà, on le sait et on le rappelle ici, la catégorie LMP2, c'est vraiment la catégorie reine. Il n'y a pas d'hypercar et bah, tous les pilotes qui veulent se préparer à l'hypercar ou qui veulent continuer de rouler justement dans des structures assez professionnelles viennent en ELMS. Ça aussi, c'est quelque chose de beau, je trouve, de retrouver de très très beaux équipages dans des LMP2. Bah, ouais, surtout, c'est un championnat, comme tu le dis, c'est un championnat d'équipe. Ça fait un peu un parallèle à ce qu'on a évoqué dans l'épisode historique la semaine dernière, hein. D'ailleurs, on a eu pas mal de bons retours. Tu sais, C'est on vrai. faisait un peu la différence entre la Formule 1 et l'endurance. Et là, pour le coup, je fais une différence entre ELMS et WEC, par exemple, où le LMS, c'est vraiment un championnat d'équipe et de pilotes. À l'inverse, où maintenant le WEC, je parle de la catégorie hypercar, c'est devenu un championnat de Ouais. constructeurs, évidemment. Et du coup, là, c'est très intéressant parce on a des enjeux dans les enjeux, quoi. On a des choses à suivre au sein des équipes, comme tu le dis. Thomas Laurent, qui était là il y a 2 ans aussi, qui avait fait une Oui, pige, enfin, ouais, qui était, tout à ouais, fait. Avec, c'était qui? C'était l'équipe Mulner Motorsport. exact, et qui était pareil, un peu à la relance. Thomas Laurent, il a un parcours un peu compliqué, voilà, qui cherchait à revenir en tout cas sur le devant de la scène. Là, ça fait plaisir de le voir associé à Lawrence Earl. Normalement, on a une belle Oui, association. Giorgio Colovos, c'est bah, clair. je connais moins son pedigree, mais Ah, tu vas nous le dérouler après. ouais, ouais, je t'en parlerai. Ah merde. Bon, mais c'est pas le grec sur lequel il faut miser en programme, c'est ça? C'est plutôt l'N210 où il faut miser là? Non, 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 au contraire. Non, non, au Ah bon, ça contraire. va alors. C'est Kolovos. L'N210, lui, faut pas trop miser dessus. C'est plutôt sur ses équipiers qu'il va falloir miser. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir les équipes. Et ouais, t'as raison. Moi, j'ai misé. Enfin, j'ai dit en intro, j'ai parlé d'équipe parce que c'est le Ouais, premier t'as truc que raison tu aussi. vois et les pilotes bah, changent d'équipe aussi, hein, d'une saison à une autre. C'est ça qui est compliqué à suivre. Mais évidemment, il y a. Alors ça, c'est quand même. Mais oui, ça c'est quand même incroyable, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel mercato, on se croirait en Ouais, football ouais. actuel. T'as Ferdinand Habsbourg qui était chez Cool Racing, qui maintenant est chez Nielsen. T'as Philippe Albuquerque qui était chez United, qui est maintenant avec Habsbourg et Boluk Bassi. Franchement, c'est incroyable Ouais, ce Nielsen, ils line-up font. chez Nielsen. Ouais, ouais. T'as Grégoire Saucy qui était chez Panis Racing, TDS, tout l'environnement, et qui se retrouve chez United Autosport. Ça reste logique, son père m'en avait parlé l'année dernière en fin d'année parce qu'il roule chez Chez McLaren en McLaren. WEC. Eh oui. Et donc, bah voilà, forcément, United voulait l'avoir avec lui. T'as également bah voilà, des pilotes comme Esteban Masson qui était en GT et qui passe en LMP2 avec l'équipe Panis Racing. Ça va être un sacré trio, ça. Oli Gray, Charles Milesi et Esteban Masson. Et puis, tu as du Tristan Vautier qui revient. Il était avec Algarve il y a 2 ans, je crois, avec son pilote bronze. Et puis maintenant, bah, il a été rappelé chez CLX Pure Racing qui va être opéré par Cool Racing parce qu'il remplace Harry King qui aurait dû être là. T'as les frères Fittipaldi. Enfin, franchement, c'est juste incroyable cette saison. Moi, c'est pour ça que j'ai trop hâte, j'ai les poils quand je vois la liste des engagés, franchement. Et t'as pas été encore sur. T'as pas cité Théo Pourchère, mais c'est quand même aussi une des têtes C'est d'affiche qui vrai, est mise en avant. Et à raison, hein, évidemment, champion F2. t'as Euh, raison. Avec Algarve, où tu as Lorenzo Fluxa qui était chez Cool Racing et qui passe chez Algarve. Oh, il y en a même d'autres, hein, franchement. Tu as James Allen qui va chez Nielsen Racing alors qu'il est passé, lui, chez Graf, chez Algarve, chez Duquesne. Enfin, ça a été compliqué. Clément Novalak qui passe d'Inter-Europol, ancien pilote de monoplace évidemment, chez TDS Racing en remplacement de Grégoire Saucy. Franchement, il y a du lourd. Et il y a aussi des noms, alors peut-être que là je me trompe et qu'ils étaient déjà présents à la saison, mais il y a quand même un côté aussi. Putain, j'allais dire American Le Mans Series. Oh, pardon, je suis fatigué. Non, j'allais dire, il y a un côté un peu IMSA où tu vois du Derani ou Tom Blomqvist qui viennent aussi là, à la saison. Enfin, C'est je veux vrai. dire, enfin, je pense, hein, ou alors ils sont PJ peut-être. Hayat. PJ Hayat carrément. Non, mais c'est. Ouais, c'est bien. Ça fait plaisir de voir cette qualité. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans, que c'est Ah ouais. toujours plus. Mais non, mais d'année en année. Ouais, ouais. Attends, parce que c'est vrai qu'on dit ça tous les ans, mais quand WRT est arrivé, on savait bien qu'il préparait quelque chose. Alors d'abord, c'était avec Audi, puis ensuite, ça a été avec BMW, mais ils étaient là pour se structurer et ils ont montré qu'ils étaient très structurés. Il y a un facteur commun, c'est quand même le Délétra, hein, généralement. Prema est arrivé, il préparait aussi l'arrivée en hypercar et donc ça a fonctionné, ils ont dominé. AO by TF.
l'année dernière, eh ben, ils ont réussi à faire une super saison. Là, cette année, ils vont certainement faire une bonne saison, mais ils sont engagés en LMP2 Pro-Am. Ouais, c'est Alors ça qui là, est étonnant. Ouais. il va falloir voir ce que ça dit. Alors, c'est parce que PJ Hayet voulait rouler, évidemment. Il y a Ten Cameron, quand même, hein, qui vient, Mais c'est ancien ça. pilote Porsche, qui sera avec Louis Delettra. Et donc, bah, ça ouvre un peu les possibilités. En LMP2, là, franchement, pour savoir quel est le favori, je miserais quand même sur Panis Racing, VDS, TDS et tout l'environnement. Mais il y a Cool Racing qui est là. Ah ouais. Algarve, ils sont toujours au rendez-vous. Et puis United, hein, franchement, ça peut aussi faire, hein. Ah, tu mises sur du Ah, Panis Panis. Racing. Ah ouais, ok, la Ah ouais. 48 quoi. Ah, ah ben complètement. Ah bah attends, quand t'as Oli Gray, ancien pilote de Formule 3, qui est là, Charles Milesi, Esteban Masson, moi je pense que Hmm. ça va aller très très vite. Et il n'y a pas de pilote, tu vois, qui est moins en forme. Je vais parler de Cool Racing avec la 37 qui est engagée Ouais, par merci quand même. CLX Pure Racing. En fait, non, mais t'as Alexander Malikin qui est très fort, très bon. Mais c'est un pilote silver sur le papier. Moi, je pense que c'est plutôt un pilote entre silver et bronze. Donc, il va falloir voir sur le premier relais si ils se mettent pas dans un faux rythme, quoi. Ok. Ok, d'accord. Et alors, l'arrivée de... Enfin, l'arrivée, non. Idexport était déjà là, bien sûr. Mais le Oui, passage un peu avec le patronage des intérêts de Genesis, Hyundai et cette... ça va être Tu intéressant. sens qu'il y a une montée en puissance qui est nécessaire. Enfin, je veux dire, IDEC, c'est une équipe qui est déjà solide, hein. Ils vont fêter leurs 10 ans cette année, je crois, d'ailleurs. Oui. C'est une vraie référence en ELMS, mais j'ai l'impression qu'on les voyait peut-être un peu moins. Enfin, je sais pas, c'était pas forcément l'équipe que je voyais souvent plus haut de Bah, l'affiche. Et là, il va falloir quand alors, même muscler un peu le jeu, quoi. bah, je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont très solides, très forts, etc. Mais Toujours ils bien ont quand même, pas mais. mal de malchance ou de manque de réussite. L'année dernière, c'était le cas. Il y avait souvent la voiture numéro... c'était quoi? C'était la 48 l'année dernière ou la 28? Je me souviens plus. Bon, bref, en tout cas, le numéro 28, c'est de nouveau le cas cette année. Mais elle a manqué quand même de chance et de réussite. Là, il va falloir muscler le jeu, comme tu dis. Paul Louchatin revient dans l'équipage. Avec Job Van Uitert, ça va être costaud. Et Paul Lafargue qui fera les premiers relais, puisque c'est le pilote silver de l'équipage. Moi, c'est plutôt côté Genesis, Idexport, si tu veux, la 18, où ben, je me dis que ça va vraiment être une année d'apprentissage, parce que tu as Danny Juncadella qui a pas mis ses fesses dans un proto depuis longtemps, si je dis pas de bêtises, et qui remplace Logan Sargent qui a décidé de déserter, tout simplement. Mathis Jobert, bah, c'est un nouveau pilote qui lui est plus habitué au proto, alors pardon, à la Porsche, et donc au proto, ça sera peut-être une adaptation qu'il va falloir faire, mais d'après ce que j'ai compris, ça a été très rapide. Et puis Jamie Chadwick, hein, qui pourrait être la première femme à aller en hypercar avec un constructeur, parce que on entend peut-être Lilou Wadou, on pouvait penser à Dorian Pain, et je pense que c'est Jamie Chadwick qui sera la première, donc justement, à intégrer les rangs de l'hypercar avec Genesis. Ça me paraît être. Je t'avoue que je l'avais complètement sorti de mon scope. Il y a à peu près un an, je Ah, crois, tu j'avais vois? fait un article là-dessus sur qui sera le premier constructeur à engager une femme en hypercar. Et ouais, j'avais dans mon top 3, j'allais dire, j'avais mis Dorian Pain, effectivement, Lilou Wadou et Sophia Florsch, bon, qui du coup Eh fait oui, plus bon. d'IndyCar, là, j'ai vu. Bon, Non, enfin, elle c'est. fait plus Ouais. d'Indy Lights, c'était Ouais. la deuxième division, Indy Next, Non, mais c'est. après une course seulement. Ouais, ça a été Elle est compliqué. Je comprends pas son dans choix. des errements Ouais. incroyables de carrière, c'est. Bref. Bon, puis après, il Alors y que, a. honnêtement, on l'avait dit, hein, elle aurait pu rester chez Algarve, et là, là c'était tout tracé, la voie Ouais, pour elle. Donc, franchement, je pense qu'elle aurait pu continuer et avoir une vraie place et enchaîner, alors viser la victoire, je sais pas. En tout cas, vraiment faire un truc solide et se construire un vrai palmarès solide en ELMS, c'est pas le choix qu'elle a fait. Jamie Chadwick, bah écoute, j'attends de voir. Je t'avoue que je connais mal son palmarès. Je connais évidemment le passage avec la F1 Academy bien sûr. et puis la W Series avec tout ça. Enfin, mais j'attends de voir comment ça va se passer. Et puis, comme tu le dis, il y a une cohabitation avec deux autres pilotes qui sont là aussi où il y a des choses à mettre en place. Il y aura un troisième pilote à la place de Young Cadella aux 24 heures du Mans qui sera André Lautereur. Donc, enfin, Oui, ça va être compliqué. un petit Il jeune. y a plein de trucs différents pour elle à gérer. Mais franchement, Ouais. j'espère qu'elle sera au niveau. Parce que, comme tu le dis, qu'elle soit embarquée dans ce programme, elle fasse une saison complète en ELMS avec Idexport et donc Hyundai et Genesis qui sont derrière. C'est clairement un pont et une passerelle vers l'hypercar. Là, la route, elle est là. Quoi. Il y a plus qu'à.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et chez United, tu vois, je pense que c'est pareil aussi. Là, il y a la route qui va être tracée. On pense quand même à ce que cet engagement McLaren soit officiel pour 2027. Donc, ben voilà, toutes les équipes sont là, travaillent justement, essayent de pouvoir montrer leur carte et ce qu'elles sont capables de faire. Pour Jamie Chadwick, il va falloir quand même, face à un plateau et des pilotes extrêmement relevés, se faire une place, hein, parce que le LMS, ça a beau être la deuxième division, entre guillemets, hein, sur le papier, de l'endurance. Moi, je pense que quand même, c'est un sacré championnat de costaud. Et les premiers relais, alors notamment à Barcelone, va falloir déjà compter sur une bonne qualif. Donc là, le pilote qui sera sélectionné pour faire la qualif, courage, Mm. parce qu'on passe pas facilement à Barcelone, mais on peut quand même y arriver. Louis Delettra nous l'a montré l'année dernière, hein. Donc, ça va être, euh, ça va être quelque chose d'assez Et intéressant, moi je trouve, de pouvoir suivre ça. tu sais, comme tu dis, c'est une fausse deuxième division parce qu'il y a encore très peu de temps, le LMP2 était en WEC aussi. Donc, C'est ça. du coup, les LMP2, entre guillemets, on se disait, bah, c'est la top classe aussi. Enfin, oui, il y avait l'hypercar au-dessus ou le LMP1, peu importe. Mais en tout cas, ils étaient un championnat du monde, donc ça représentait quand même ce qui se fait de mieux. Là, c'est juste qu'ils sont plus en WEC, ils sont que en ELMS. Mais ouais, c'est pas vraiment une division 2, quoi. C'est plus, comme on l'a dit, et Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment un championnat orienté pilote et équipe qui met du coup en avant autre chose que les constructeurs en WEC. C'est vraiment. On vient y chercher autre chose en ELMS, quoi. c'est vrai, et bah, du temps de roulage déjà, on y cherche aussi bah, un travail dans le peloton et dans le trafic, parce que mine de rien, bah, tu as les LMP2, mais tu as aussi les LMP3, les LMGT3, enfin c'est un mini Le Mans, hein, moi je trouve, bon, ça dure pas aussi longtemps que le WEC, logique, hein, c'est une volonté, hein, ça dure 4 heures les courses, mais moi je pense que tous ces pilotes-là justement se font une vraie expérience, et on n'est pas à l'abri d'avoir une victoire d'une voiture LMP2 Ah Pro-Am, ouais, comme il y a carrément. 2 ans avec Louis Delettra, avec notamment Aoba ITF, parce que là, cette voiture, elle va être à suivre, hein, la 99. Attention à la 83 aussi de chez AF Corset, avec François Perraudot, Mathieu Vaxivière, Alessio Rovera. Enfin, moi, je mets dans le même panier, j'allais dire, les LMP2 et LMP2 Pro-Am, hein. On a déjà eu le cas de figure. Donc, pour les podiums, il faudra pas se perdre et il faudra se méfier. Mais c'est vrai que LMP2 Pro n'a que de pro le nom finalement. Mais on va voir selon, imaginons qu'il y ait un safety car à l'issue de la première heure ou de la première heure Exactement. et demie. Et ça peut tout redistribuer. Il faudra rester dans le tour du leader, un peu comme en IMSA en fait. Faudra rester dans le tour de Louis Delettra. Non, mais, non, mais je plaisante parce que j'ai vu passer la stat tout à l'heure. Toi, tu dois l'avoir en tête bien mieux que moi, mais je crois que Louis Delettra, il y a eu 6 éditions des 4 heures de Barcelone ELMS depuis 2019. Il n'y a pas eu 2020 avec le Covid, mais sinon, on y va depuis 2019. Et sur les 6 courses qui ont eu lieu, il en a gagné 3 déjà. Donc, C'est ça. Et quand il a. Parce qu'il a pas roulé sur les 6. non, Mais oui, quand il a roulé, je crois qu'il en a raté une seule. C'était l'année dernière où ils ont terminé 7 et ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient été si mal qualifiés. Mais sinon, c'est vraiment l'assurance vie, je crois, Louis, pour une belle saison en ELMS généralement. Parce que depuis qu'il est arrivé, il a quand même roulé chez WRT, ça a gagné. Il a roulé chez Prema, ça a gagné. Il a roulé chez TF Racing Turkey, ça a gagné le Pro-Am. Et l'année dernière, à Aubin TF, il a gagné. Si tu veux, on est pas oui. mal. Bah, puis avec Dan Cameron, sur lequel le pauvre, on a un peu. Bon, c'est pas qu'on l'a chargé, On a mais. un peu tapé. Ouais, on l'a un peu Si. tapé avec ses performances chez Porsche en IMSA notamment. Mais ça reste quand même Et ben, faut qu'il se ça rachète. reste quand même du haut niveau. Donc ouais, non, cet équipage-là, effectivement, il est à suivre, t'as raison. Le 99, il y a quelque chose à faire. Ouais. Ça va être sympa. Et puis, moi, je vois aussi, pour continuer dans ces équipages qui sont pas en LMP2 Pro, mais qui sont à suivre, je pense que la 29 de chez TDS Racing, avec Rodrigo Sales, qu'on connaît maintenant, hein, qui fait des premiers relais qui sont assez intéressants, faudra quand même qu'il muscle un tout petit peu le jeu. Mais bon, c'est un pilote bronze, hein, c'est normal. Déjà, pas faire d'erreur, c'est le principal. Enfin, à côté de lui, tu as Mathias Bech et Clément Novalak. Je pense aussi que ça va être pas mal, parce que remplacer Grégoire Saucy, c'était pas simple. Et ils ont trouvé Clément Novalak, qui lui passe de Inter-Europol à l'équipe TDS Racing. Donc vraiment, il y a ce côté mercato. Alors, moi, ça me plaît sans me plaire, parce que j'aime bien aussi les équipages qu'on retrouve, Ouais, tu vois, à l'instar de ce qu'on disait sur les équipages Audi, par exemple, qu'on connaît. Mais bon, je me dis quand même que voilà, les pilotes, au moins, ils aiment le LMS, et c'est ça qui me plaît le plus. Et ça va parler beaucoup français dans le peloton, parce qu'on a 33 pilotes français en tout, et j'ai pas compté les faux français, hein, comme Michael Wainwright notamment, ou comme Vlad Lomko qui roule avec des licences françaises. Donc on en a même plus si tu veux sur le papier. Mais ah. officiellement, 33 Français
sont là au Les rendez-vous quand faux même. français. Je croyais que t'allais me parler de la Belgique ou de la Suisse. Je me suis dit, c'est qui? Oui, Non, mais où il va là? Non. bah non, on a aussi des pilotes belges très très sympathiques évidemment. Je suis content de retrouver Sarah Bovy aussi et des pilotes suisses bien sûr. On a parlé de Louis Deletra, on parle de. Alors Mathias Bech, il a la licence française, il est franco-suisse, voilà donc ça fait partie de ces pilotes qui ont une licence française mais que je considère suisse, hein, Mathias. Et puis ben c'est vrai que ça va être intéressant de voir ces pilotes se succéder dans ma cabine. Moi j'ai hâte de déjà lancer les invitations si tu veux pour Ouais, t'as du beau monde pour venir à faire venir, hein, commenter. clairement. Ah bah Ouais, oui. c'est vrai. Ouais, t'as du beau monde Ah là. là, je crois qu'il y a des choses à faire. Donc là, LMP2, on a bien compris, voilà, LMP2, LMP2 Pro-Am, ça va être très ouvert. Tu te risquerais à faire un pronostic quand même sur l'ouverture de cette saison ou pas? Alors, Ah, euh, on a perdu Geoffroy. non, si. Écoute, victoire, je sais pas, mais C'est dur, hein? La Nielsen peut peut-être faire un truc. Ah, Euh, intéressant. J'aimerais bien voir la e-deck avec Jamie Chadwick tout de suite, donc la 18, rapidement aux avant-postes. Je pense qu'il va quand même y Ouais. avoir un peu de réglage avant que ça soit en haut. Mais finalement, sur la ligne, je pense que Barcelone, sur la ligne, ça va être la 9. Ça va être la Iron Lynx avec Ah, Jonas Reed, tu Capietto et penses? Keroli. Waouh, waouh, waouh. Bah, ouais, c'est osé comme pari, mais bon, ils ont gagné en Italie l'année dernière au Mugello. Donc, d'ailleurs, on n'y revient pas, hein, au Non, Mugello, c'est peut-être l'occasion de refaire un petit point sur le calendrier une fois que je me serai mouillé, moi aussi, vas-y, vas-y. parce que quand même, je vais pas te laisser tout seul y aller. Moi, je verrais bien. Ah, peut-être. C'est dur, hein. C'est vraiment difficile quand tu vois tout le déroulé, si tu veux, des pilotes et des équipages. En LMP2 Pro, je dirais que ça peut se jouer entre CLX Pure Racing, si Alexandra Malikin réussit un premier bon relais, Ouais, celle-ci, ce elle est qui n'est solide. pas Ouais. forcément simple. Mm. La 37, c'est pas mal, mais voilà, je te dis, c'est vraiment ce côté, il est entre silver et bronze, donc ça m'inspire pas super confiance. Je vais pas mettre Panis Racing tout de suite parce va falloir qu'ils s'adaptent quand même les trois là, à travailler ensemble, mais ça sera pas loin de la vérité. Ah, peut-être un. Allez, 24 aussi, pareil que toi. Nielsen Racing avec Boluk-Bassi, avec Habsbourg et Albuquerque, Putain, et ça peut faire quelque si chose, ouais. Nielsen Racing Franchement. gagne, ils reviennent de loin quand même, parce que ça fait plusieurs saisons où ils font des trucs Oh pas bah, ouf. Hein. non, on est d'accord. Mais parce que justement, il faut aussi penser à l'équipage. On avait souvent tendance à penser au réglage de la voiture. Ouais, d'accord, mais si t'as pas le bon équipage, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc c'est plutôt ce que je vois. Et puis bon, en LMP2 Pro, je vois bien AO by TF, hein, évidemment. On l'a dit avec Louis Deletra. Mais bon, il n'y aura pas Kubica, il n'y aura pas Johnny Edgar. Ça peut changer quand même les choses, hein, mine de rien. Exact, exact. On bascule en P3 du coup Alors, alors. Ah non, alors, on tu va voulais basculer faire en un point P3, mais calendrier, avant, pardon. exactement, parce que on l'a pas précisé, mais il y a toujours 6 épreuves dans ce calendrier. Donc on commence à Barcelone. Il y a le prologue 31 mars, 1er avril, donc en ce début de semaine. Ensuite, on a les 4 heures de Barcelone. Puis le mois suivant, en mai, on ira au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Donc là, si vous êtes dans le coin et dans le sud, et libre, surtout le week-end du 2, 3, 4 mai, franchement, on vous y attend nombreux et bah, j'espère qu'on pourra se rencontrer là-bas. Après, on a Imola, donc début juillet, le même week-end que le Mans Classique. Ça, je suis déçu, hein, Exact. parce que j'imagine bien que nos auditeurs vont aller au Mans Classique et pas forcément à Imola. Mais bon, voilà, on sera en Italie. Mais je me dis, ah là là, quand même, dans 2 ans, ça serait bien de prendre en compte cette globalité de l'endurance. Alors, je sais que c'est pas les mêmes organisateurs, mais enfin, on n'est pas loin quand même, hein, du Mans, quoi. Et de l'ACO et LMEM, c'est toute la même organisation, donc, ou quasiment. En tout cas, on va dire qu'on est cousins. Et j'aimerais bien, voilà, pouvoir mettre une épreuve un petit peu plus tard en ELMS. Mais bon, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a le WEC également. Enfin, c'est pas facile de faire les calendriers. Après, on va à Spa-Francorchamps fin août. Donc là aussi, j'espère vous voir, hein. Si vous êtes plutôt dans le nord de la France, 24 août, ça sera Spa-Francorchamps. Silverstone, retour de Silverstone en ELMS, hein. On n'ira pas à Mugello cette année, mais à Silverstone en Angleterre, ce qui implique beaucoup de petits changements en termes logistiques, techniques pour les acteurs de la course, j'allais dire, et pour moi en particulier aussi, parce que voilà, faut refaire son permis, faut être voilà dans les règles, faut remplir un formulaire ETA, etc. Enfin, depuis qu'ils sont plus dans l'Europe, c'est Ah, beaucoup plus ah compliqué. ouais, ok. Eh oui, je me suis pas rendu compte de ça, mais ça implique beaucoup de choses. Et puis Portimao, évidemment, la finale. Donc ça sera le Portimao. 18 octobre. Ouais. Bah oui, pour terminer la saison.
une belle saison encore, 6 rendez-vous. Je pense qu'on est pas mal. On pourrait en avoir 7, mais ça, ça serait peut-être un petit peu trop pour les équipes parce qu'on a beaucoup d'équipes qui font à la fois l'IMSA, qui veulent aussi se préparer pour le WEC. Donc c'est un bon compromis, je pense. Si le WEC passe à 8 épreuves, que le LMS passe à 6 ou 7, ça peut être, ouais, ça peut être sympa. Oh, Voilà après, il est déjà ce que assez je me dis. étendu le calendrier, hein. Il va d'avril à octobre, C'est vrai. sachant qu'il y a pas mal de pilotes et d'équipes qui font aussi l'Asian Le Mans Series, donc on l'a dit, qui est quand même la série la plus complémentaire, puisque c'est décembre, février. Tu C'est rajoutes vrai. là-dedans du Daytona en janvier, tu rajoutes un petit Sebring par-ci par-là, des courses un peu plus éclatées là en 24 heures series ou je ne sais quoi, tu sais, pendant l'hiver. Là. Les Winter Series by je sais pas quoi. Ah Maintenant, je vais oui, les voilà, charger, c'est les ça. 24 heures séries. Non, mais voilà, le calendrier, je pense qu'il est assez cohérent. Et puis en plus, bah, et tu l'as dit aussi, c'est avec Le Mans classique, ou en tout cas avec Bah oui. d'autres obligations, dans le sens où il y a parfois des pilotes ou même des équipes et des préparateurs bah, qui vont être présents, je sais pas moi, à Goodwood, au Mans classique. Il y a plein d'autres rendez-vous dans lesquels ils sont impliqués. Donc, non, je pense que c'est bien d'avoir ce calendrier. Ouais, je serais pas contre une septième manche, mais. Avec ces 6-là, et Et même surtout tu avec casse tout. Silverstone, je suis très content de retrouver Silverstone. C'est vrai, ça c'est vraiment très sympathique. On va voir si bah, on aura, comme l'année dernière, une saison un petit peu plus ouverte avec quand même un 5 vainqueurs en 6 courses. Hein. L'année dernière, il y a Cool Racing qui a ouvert et fermé la saison avec des victoires. Sinon, tout le monde s'est réparti les succès. Et ça va être vraiment intéressant, je pense, à suivre. Et j'espère que cette année, ça sera aussi le cas. Hmm. D'après ce qu'on a présenté en LMP2, LMP2 Pro-Am, je pense que ça va être très, très, très disputé et qu'on va avoir un coup l'un, un coup l'autre. Ça va se jouer aussi à la stratégie, ça va se jouer à la fiabilité, mine de rien, pour ces autos qui sont quand même éprouvées. Les LMP2 nouvelle génération ont été un peu repoussés. On a appris qu'il y allait y avoir 2 constructeurs de châssis seulement, j'allais dire, sélectionnés, et non pas 4 comme actuellement. Donc il va falloir savoir qui sera face à Oreca, parce que je pense qu'Oreca va rester évidemment Ouais, un des fournisseurs prioritaires, j'allais dire. ouais Mais c'est assez étonnant. c'est bizarre, hein, ouais. Je vais me Bon, garder de faire un commentaire pour l'instant. Mais ouais, on va voir ce que ça donne, mais ouais. bah, je suis assez déçu de ça aussi. D'un autre côté, il faut bien le dire, l'expérience montre que quand tu as plein de constructeurs de châssis, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui sont sélectionnés au final. Là, on a que des Oreca. C'est vrai que si on avait Dallara, si on avait Multimatic, si on avait Ligier, est-ce que, est-ce que ça serait aussi intéressant? Enfin, je sais pas, il va falloir trouver une solution pour se dire que ben voilà, quand un constructeur est peut-être un petit peu moins bon, peut-être lui octroyer quelques cartouches joker, j'allais dire, mais pas faire de balance de performance, attention, mais peut-être voilà, dire ok, vous avez le droit de travailler là-dessus, là-dessus, Hmm. et puis ben à l'inverse, si le deuxième constructeur remonte et revient devant l'autre, hop, Mais on autorise le premier à retravailler. je pense que, enfin, ou alors je l'ai pas vu passer, mais on n'a pas eu les explications concrètes de pourquoi cette limitation à 2. Mais je pense que tu mets le doigt sur le truc, c'est-à-dire que du côté de la FIA et de la CO, on n'a pas envie d'avoir on n'a pas envie d'avoir une autre catégorie dans laquelle on met une BOP. C'est En ça. fait, on a déjà une BOP en hypercar, il y en a déjà une en GT3. Ouais. En P2, on a quand même cette liberté qui est laissée parce que globalement tout le monde a le même matériel. Mais tu sais, à la base, l'idée c'était de dire il y a quatre constructeurs de châssis et on veillera à faire évoluer, à donner. C'était écrit, C'est enfin, en vrai. tout cas c'était dans l'esprit, faire évoluer chaque constructeur si vraiment on constate un déficit de performance. Bon, en fait, il n'y a même pas eu le temps de constater un déficit de performance. Les équipes se sont orientées directement, globalement, massivement vers les châssis Oreca parce que c'était les plus efficaces. C'est assez dingue parce que ça s'est quand Euh, même transformé assez doucement, moi Assez je trouve au vite, ouais. contraire. Parce que, Ah, non, Ah ouais? non, doucement parce que il y a eu Dallara qui était utilisé et qui était très très rapide en ligne droite, je me souviens, année 2018-19, c'était vraiment très solide. On avait Ligier qui avait beaucoup gagné et qui était un petit peu moins apprécié ensuite parce que je pense qu'ils se sont concentrés sur le LMP3. Et puis par contre, Multimatic, on n'a pas trop vu en Europe en tout cas ces châssis-là vraiment construits. Donc, euh, alors, ouais, non, c'est vrai que tu as raison, c'était quand même assez rapide, mais il y a eu quand même 3-4 saisons où vraiment on avait Hmm. une cohabitation. Et d'ailleurs, des titres qui sont revenus dans l'escarcelle de Ligier avec United, etc. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, ils se battaient pour les avant-postes. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette bascule avec les meilleures équipes qui sont allées voir Oreca. Et finalement, bah, comme ce sont les meilleures équipes, elles exploitent mieux le matériel. Et donc, les autres ont suivi. Je pense que ça s'est joué comme ça.
Et après, je pense aussi qu'il y a une volonté des organisateurs d'éviter d'avoir, par exemple, parce qu'on pourrait, moi je serais le premier à vouloir une ouverture à l'inverse, tu vois, de dire, ok, le LMP2, on ouvre et qui veut construire une voiture peut venir et qu'on ait 10, 12, 15 manufacturiers. Bien Moi sûr. j'adorerais avoir ça. Le problème, c'est que je pense que si tu fais ça, enfin, c'est où tu ouvres totalement, Oui, ou tu refermes un peu comme ils sont en train de faire avec 2. Parce que si tu as la situation actuellement comme 4 par exemple, bah en fait, il y en a qui peuvent engager beaucoup de boulot pour développer une voiture et qui finalement va pas être choisi par les équipes et qui financièrement vont être plantés derrière. En fait, je pense qu'il y a aussi ce recul de se dire, on n'a pas envie. ouais, Encore une fois, hein, je suis pas dans le secret des dieux, mais je devine qu'il y a aussi cette volonté des organisateurs de pas non plus foutre des structures totalement dans la merde, hein, pardon de le dire, mais où tu as toute la phase de développement. Il y a beaucoup d'argent à dépenser pour développer la voiture avant même qu'elle prenne la piste et ensuite pour la sortir c'est vrai. et pour les produire. Donc, si c'est un échec commercial, si c'est un échec technique, j'imagine que ça met des gens en difficulté financière. Ça peut, enfin, donc je pense qu'ils ont cette volonté de resserrer avec 2 acteurs où ils vont essayer de les faire cohabiter plutôt que d'en avoir 4 où finalement il n'y en a que 1 ou 2 qui tournent, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai dit une bêtise, hein, Ligier a pas gagné de titre, mais n'était pas loin en 2017, n'était pas loin non plus en 2019. Mais il y a eu des victoires, mais il n'y a pas eu de titre. Donc c'est vrai que Oreca a quand même souvent dominé, même Ouais. si, voilà, selon les courses, il y avait quand même des facilités pour Ligier, pour Dallara, et c'était, moi je trouvais aussi intéressant. Mais voilà, on va se limiter à 2, on n'a pas encore tous les détails, mais ça arrivera bientôt, et on en parlera évidemment dans l'Endurance Club, hein. Mais pour l'instant, dans cette année 2025, on n'a que des Oreca 07 et ça sera encore le cas Et pour ouais. Et les ouais. quelques années qui vont suivre jusqu'à l'avènement d'un nouveau modèle. D'ailleurs, nouveau modèle et nouveauté, eh ben, ça sera en LMP3 et ça me fait la transition, mon cher Geoffroy, parce que, Ça, c'est pas mal, ouais. et ouais, les LMP3 voient un petit peu une cure de jeunesse, un remodelage, si je puis dire, tant au niveau des châssis, parce qu'on a ces LMP3 2025, on va retrouver Duquesne, Ligier, Ginetta, ça c'est en ELMS. En Michelin Le Mans Cup, on retrouvera aussi une Hades. Donc c'est assez intéressant. Finalement, on voit que Ligier a priori bien travaillé parce qu'on a beaucoup de voitures de ce constructeur français qui est représenté en ELMS. On a une Duquesne avec WTM by Rinaldi Racing. On va dire les équipes qui sont habituées à Duquesne sont restées. Sauf peut-être DKR Engineering avec Ginetta, la Ginetta G61 qui a été donc choisi par DKR Engineering avec ben des équipages sympas et un équipage sympa avec Wyatt Bridchasek qui nous a montré l'année dernière qu'il avait le rythme. Donc on va voir ce que cette Ginetta vaut. Antiramo, ça c'est le pilote bronze, l'Estonien. Et puis Michael Gard Petersen qui vient, je crois, de Michelin Le Mans Cup puis de GT et qui va venir donc dans cette Ginetta. Moi, ça me fait plaisir de retrouver. Alors déjà, j'aime bien la catégorie LMP3, vous le savez, mais ça me fait plaisir de retrouver plusieurs constructeurs, même si j'aurais bien voulu avoir plus de Duquesne. Allez, face à Ligier et face à Ginetta, mais ça va peut-être venir, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouveauté châssis et moteur également avec les Toyota biturbo qui font leur apparition là aussi. Ça va être intéressant. Ces moteurs Toyota 3,5 litres V6 qui développent 470 chevaux. C'est la nouveauté, effectivement. Alors, au niveau châssis, c'est pas non plus une révolution en termes Non, de design. C'est plus des évolutions que des voitures totalement nouvelles. D'ailleurs, il y a des kits pour faire évoluer les anciennes voitures. Après, ouais, niveau moteur, bah, on va voir normalement si ça a été sélectionné et si c'est là et qu'il n'y a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Tu sais, c'est un bloc, on en avait déjà parlé un peu, je crois. C'est un bloc moteur qui a eu des soucis de fiabilité, mais côté commercial, c'est-à-dire, parce que c'est un bloc qui dérive de la production. c'est vrai. Donc, qui a déjà été dans des voitures de Monsieur Tout le Monde, on va dire, et qui avait quelques petits soucis, je sais plus, je crois que c'était de calage de chaîne ou de. Enfin bref. Mais bon, en mode compétition, c'est pas forcément comparable. Non, Les moteurs sont vraiment développés de manière différente, fiabilisés sur certains éléments, donc on peut pas se dire qu'il y aura des problèmes de fiabilité, et je pense pas. C'est pas en tout cas le point ici en LMP3, on a des moteurs qui au contraire ont une durée de vie assez longue, alors même si elle peut paraître ridicule par rapport à nos voitures à nous, mais ça devrait le faire. Là, tu vois, moi, ce que j'attends dans cette catégorie LMP3, que je vais essayer de suivre, hein, je te le ah, dis, je vais j'espère. essayer de suivre. Ouais. T'as la pression là. Non, ce que j'attends, c'est effectivement voir si DKR avec. DKR, on les a souvent vus aux avant-postes à l'époque où il y avait notamment Lorenz Revolant. C'est vrai. J'attends de voir s'ils peuvent, et quand ils étaient avec un châssis Duquesne,
J'attends de voir si là, sans Lorenz Heur et avec une Ginetta, Ouais. ils se retrouvent devant. Là, ça serait vraiment la preuve que c'est l'équipe qui fait une grosse diff aussi. Donc j'attends beaucoup de leur part et j'aimerais bien voir une Ginetta, effectivement, que tu prononces le nom Ginetta de temps en temps en disant qu'ils sont vainqueurs, ça me ferait plaisir. C'est clair, ça peut faire de belles choses aussi et redresser un peu la barre pour eux parce que d'ailleurs en Michelin Le Mans Cup, il y a le fils de Lawrence Tomlinson, Freddy Tomlinson qui va rouler, donc avec Wade Bridchasek qui fait le double programme. Moi, ce que je vais suivre attentivement, c'est aussi justement ces jeunes qui vont avoir à cœur de monter, de progresser. L'année dernière, on sait que c'est RLRM Sport qui avait réussi à décrocher le titre avec C'est notamment le vrai. français Gaël Julien, Michael Jensen et Nick Adcock. Et ben cette année, c'est Gillian Orion qui le remplace. C'était son adversaire, il était chez Team Virage. Il a été accompagné par Ligier, il a gagné le JSP4, il a gagné le Michelin Le Mans Cup en LMP3, il a quasiment gagné le titre en ELMS. Et là, il fait un double programme, Gillian, avec RLRM Sport en LMP3, donc en European Le Mans Series, et il sera avec le Motorsport 98 de Eric de Doncker en Michelin Le Mans Cup. Ça, c'est quand même quelque chose. Alors, je prononce comme ça parce que c'est une équipe belge, et c'est Eric de Doncker qui revient donc et qui a choisi Gillian Orion. Il va y avoir vraiment, je trouve, hein, de la compétition, ça va être sympa à suivre. Je mettrais bien une petite pièce sur CLX Motorsport quand même, anciennement Cool Racing, avec Adrien Cloménil, avec Théodore Jensen et Paul Lancher. Ça, c'est un sacré trio. Et puis Racing Spirit of Léman. Marius Fossard avec Jean-Ludovic Foubert et Jacques Wolf. Je pense que ça va être solide. On va suivre ça, mais moi j'ai hâte de voir ce que vont donner les LMP3. Je te promets, vraiment, il y a à la fois les Ouais. châssis, bon, les moteurs évidemment qu'il va falloir comprendre, et donc au niveau de la consommation, et puis donc ces fameux pilotes, hein, parce que tu vois, j'en ai cité quelques-uns, il y a des jeunes, et puis il y a aussi des pilotes bronze qui vont être à suivre et à surveiller. Je pense à Fabien Michal notamment, qui est chez Euro International. Franchement, j'ai trop hâte que ça commence. Et il y a aussi un match un peu, puisque tu sais que tu aimes bien souvent mettre en avant les pilotes français. Oui, Il y a aussi une petite opposition qui commence il y a beaucoup de Français dans cette catégorie, ah et bah oui, avec aussi des Danois. Enfin, historiquement, les Danois sont aussi assez présents. Je pense à Pedersen, tu l'as cité. oui. Il y a aussi Théodore Jensen. Et on a Lui, il est très très fort. Sébastien Gravelune. Alors lui, je le connais moins, je t'avoue, mais Oui, qui est chez Euro International, donc ça complète ce que tu viens de dire. Mais c'est pareil, t'as quand même 3 Danois dans cette catégorie, c'est impressionnant, quoi. ah bah les Danois, hein, c'est vraiment la nation de l'endurance hein, aussi, hein, évidemment que Ouais, il y a un pilote chez eux qui a bien marché, je crois, un ouais, Danois. Au Mans, ça me parle. il me semble, attends, c'était qui? Ça devait être Niki Team? Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'était Christensen. Christopher Nygaard. Ouais. Voilà, c'est ça, Christopher Nygaard qui était très solide, évidemment, on s'en souvient. Non, mais il n'y a pas de hasard. Évidemment que ça a créé des synergies. Ils sont très très forts. Là, il y a beaucoup de pilotes français aussi. Moi, j'aime bien l'équipage Ultimate, par exemple. Alors, je m'attendais à voir Louis Stern. Bah, c'est un autre Louis qui sera à Barcelone et j'en suis très content aussi. C'est Louis Rossi qui sera avec Jean-Baptiste Lahaye et Mathieu Lahaye, donc pour l'équipe Ultimate. Et puis, nouveauté, eh bien, on a fait monter. C'est normal, j'allais dire, les équipes qui étaient en Michelin Le Mans Cup et qui voulaient connaître le LMS, notamment M Racing d'Yvan Muller, avec Stéphane Tribodini, excellent pilote, et Quentin Antonel. Donc j'ai hâte de voir. C'est le seul équipage d'ailleurs qui sera à 2 pilotes. L'année dernière, on sait qu'Euro International avait plutôt bien fonctionné avec ce choix-là, parce que ça ouvre des possibilités différentes au niveau de la stratégie. Et là, cette année, c'est la voiture 68 de M Racing d'Yvan Muller qui sera dans ce cas-là. Donc à voir ce que ça peut donner, mais ça va être intéressant, je trouve en tout cas, de voir des pilotes qui viennent de Michelin Le Mans Cup, qui vont en ELMS, et je pense que ça va bien fonctionner. Bon, s'il faut faire un pronostic, moi je fais au hasard total, je Ah prends non, mon doigt, je fais. Et tac, je vais faire. Allez, tac. RLM M Sport. Ouais, moi, mon pronostic, c'est ça, ah RLM. bah, écoute, je pense que t'es pas mal, c'est les tenants du Ah, titre. tu vois? Donc, t'as bien fait, tu vois, le hasard fait bien les choses parfois. Honnêtement, je dirais un peu comme en LMP2, hein, là, ça fait vraiment les journalistes qui sont pas du tout spécialistes. Mais si, au contraire, on est spécialiste, mais c'est très difficile de faire sortir un favori parce que justement, on l'a dit, il y a extrêmement d'adversité dans cette catégorie. Avec RLRM Sport, t'as raison. CLX Motorsport, on l'a évoqué. Racing Spirit of Léman, ils sont toujours là. Moi, je pense que Euro International, avec un Fabien Michal qui pourrait faire des débuts de course assez solides, parce qu'il a quand même été très à l'aise avec l'équipe Air Race GP. C'était l'année dernière en Michelin Le Mans Cup. Et
Et je crois que va falloir surveiller ça. WTM by Rinaldi aussi, qui a Thorsten Kratz, Leonard Weiss, donc ça c'est la caution allemande de l'équipe, mais qui sont rejoints par Griffin Peebles cette année. Et c'est un petit jeune qui est suivi par Benjamin Bailly développement. Et je pense que ça va être rapide aussi. Donc franchement, il y a plein d'équipes à surveiller. Et il va falloir... Mouille-toi, risque-toi, Ah là sors-nous un là. nom. Ah, je vais sortir un nom. Allez, pour la première, je vais dire CLX Motorsport quand même, avec Adrien Ok, Comenil, voilà. avec Théodore Jensen et Paul Lancher, parce que je pense que c'est le trio qui est peut-être le plus efficace sur le papier. Alors après, il va falloir évidemment suivre ça de près, mais il y en a certains qui ont fait le choix, tu vois, Marius Fossard et Gillian Orion, de s'accompagner de deux pilotes bronze. Alors ça a aussi un autre avantage. Déjà, bon, ils sont pas deux, donc il y a un peu moins de budget à amener. Mais surtout, en termes de stratégie, c'est que les pilotes bronze ont le droit de faire 1 heure et le pilote silver 2 heures. Donc ça peut aussi aider finalement à avoir une stratégie ouverte. Mais la difficulté, c'est que enchaîner deux pilotes bronze au début de la course, ça peut Ouais. peut-être leur faire perdre un tour ou voire même deux. Là, tu m'as perdu dans les Ah bon? méandres du règlement Ah mince. LMP3, je Bon, t'avoue. d'accord. Alors il y a un arrêt long et un arrêt court aussi. Ça, tu savais peut-être Ok, pas. ouais. Mm. Ouais. Voilà, c'est ce qui explique des fois que J'avoue certaines que je suis équipes pas sont très spécialiste loin. LMP3. Eh ben Je vois que voilà. toi, t'es influenceur Ah moi LMP3 je et suis tu fais influenceur. vraiment. Ah moi je suis trop content. Ouais. Bah attends, quand je vois qu'il y a Ligier, qu'il y a Duquesne, qu'il y a Ginetta, je suis très content. Hades, bah, je demande à voir. Honnêtement, en catégorie Michelin Le Mans Cup, ça va être intéressant aussi. D'autant plus que cette année, je fais une petite parenthèse, mais comme on est dans les LMP3, il y a deux catégories. L'année dernière, on sait que c'était toujours les pilotes bronze qui prenaient le départ. Et donc, bah, avec un peloton de 30, 40 voitures et des pilotes bronze au départ, c'était un peu brouillon. Et c'est normal en même temps, c'est une catégorie où on apprend. Donc j'entends parfaitement cette idée. Et bien là, cette année, on a une catégorie LMP3 avec un pilote bronze et un pilote silver. Et on a une catégorie LMP3, alors je vais pas dire pro, mais LMP3 plus rapide, quoi. Et avec des pilotes qui sont jeunes et des pilotes silver. Ça, c'est possible. Tu vois, par exemple, il y a Romain Favre et Louis Rousset chez Forestier Racing by VPS avec la Ligier. Ça, c'est en Michelin Le Mans Cup, hein, j'entends. Chez M Racing, on a Pierre Caffer, non, mais c'est incroyable. Pierre Caffer, Ah, mesdames et voilà, c'est messieurs, qui pire qu'à revient. faire. Donc lui, il est en catégorie Pro-Am. On a des équipages chez RACE GP comme Fabien Lavergne et Romano Ricci. Ça va être intéressant à suivre. Edgar Pierre et Joël Grandfort, un jeune pilote français, Edgar Pierre, avec un jeune pilote suédois. Adrien David, qui est toujours chez RACE GP avec un jeune Allemand. Enfin bref, il y a plein de choses à suivre. Et donc, on a deux catégories. Donc, on a catégorie pro, entre guillemets, et catégorie pro-am. Donc vraiment, je crois que on fait un pas supplémentaire dans l'apprentissage de l'endurance. Et tu vois, dans une même catégorie, on est capable d'avoir deux possibilités et donc d'avoir du trafic, un petit peu comme en LMP2, LMP2 Pro, quoi. Enfin, LMP2 Pro et Pro-am, pardon. Tu me fais rêver avec T'as toutes vu? ces infos sur le P3. C'est Ouais, pas mal, hein? voilà, je peux pas, là, je peux pas aller beaucoup Mais plus loin, tu vois, vraiment. j'aime cette LMP3, vraiment, je le dis, tu vois, et on a des bons pilotes. Enfin voilà, quand t'as des pilotes jeunes que j'ai cités, et j'ai envie de voir ce qu'ils font. Tim Creswick, le Britannique, pareil, chez Inter Europol, je pense que ça va être pas mal. Il vient de la Michelin Cup, il était en GT, et là il monte en puissance. Et tu vois, on a eu cet exemple. Quel est le pilote auquel je pensais, là, qui est en WEC cette année chez Aston Martin, et qui est passé par la Michelin Le Mans Cup, qui est passé par le LMS, ensuite par la LMP2, et puis donc maintenant il est chez Aston Martin, c'est Tom Gamble. Tu vois, moi je trouve que Mm. tu as des pilotes comme ça qui montent en puissance, et grâce à le LMS, grâce à la Michelin Cup, et même grâce à la Ligue European Series, et ben, tu les vois progresser. J'espère que Gilles Orion en fera partie. Je vois aussi un profil pareil pour le Danois, tiens justement, un autre Danois qui est chez Peugeot, Malte Jacobsen. Voilà, c'est Ouais, carrément, tous ces carrément, oui, pilotes-là oui. qui montent en puissance, et franchement, bah voilà, l'endurance, c'est vraiment, vraiment super à suivre. Et voilà, c'est pour ça qu'on est dans l'Endurance Club et qu'on est content comme tout d'être avec vous. Bon, alors, pardon pour ce tunnel sur le Ah, LMP3, mais désolé. Anthony, une fois qu'on l'a lancé, il est. Ouais. On passe sur le GT, peut-être, non? Allez, on va passer sur le GT avec la catégorie LMGT3. Non, mais je suis tellement content du LMP3, je te dis, ça va être à suivre. LMGT3, sympa aussi, parce que on a, donc on l'a dit, 13 voitures, et puis bah, on parlait des pilotes, outre les équipes, je veux dire, mais les pilotes, ils sont assez nombreux, et il y a vraiment de très bons clients, et des clientes, parce qu'on a
4 femmes, rien que dans cette catégorie. Il y a Jamie Chadwick en LMP2 Pro, et là on a Lilou Wadou qui revient du Japon, on a Célia Martin, on a Mitchell Gatting et Sarah Bovy, mesdames et messieurs. Donc c'est pas mal. C'est plus ou moins les pilotes féminines qu'on aura au départ des 24 heures du Mans, si je dis pas de bêtises, j'en vois pas tout à fait. d'autres en plus. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Non, il y a que Sophia Flörsch si elle trouve un deal de dernière minute, mais je pense que c'est mort. Non. Donc, Non. non, on a les 5 pilotes qui seront aux 24 heures du Mans normalement. Alors, je dis Ouais. ça et Sarah Bovy est pas sûre d'être au Mans, hein, mais bon. Là, à l'heure actuelle, c'est Raël Frey qui est dans cet équipage Iron Dames avec Ah oui, Célia c'est vrai. Martin et Mitchell Gatting. Donc, j'espère qu'on aura 6 femmes, ce qui veut dire qu'on aurait Sarah Bovy. Voilà, je croise les doigts. Ça Bon, pas alors, mal. ce GT3, qu'est-ce qui t'inspire? Moi, je vois Et bah, le pas mal de retour un Ferrari. peu de la coupe. Ouais, voilà. J'allais dire, je vois le retour de la coupe Ferrari, Ferrari Challenge, où ça avait été un peu ça, tu sais, avec la Spirit of Race, notamment c'est vrai. Duncan Cameron ou Matt Griffin, qui sont un peu, comment dire, qui ont un comportement musclé en piste, et à l'époque où elle était blanche avec des bandes vertes, là, où ça tapait un peu. Donc ouais, je vois le retour de Ferrari, et là on est un peu à l'opposition de ce qui se passe en WEC, où on a un relatif équilibre, même si je crois que peut-être même les Ferrari sont aussi en surnombre, mais c'est quand même moins marqué. Là c'est un peu plus le cas. Mais bon, on a de la Mercedes, ça fait plaisir. On a une Corvette aussi, ça apporte de la variété. C'est vrai. Donc c'est pas mal. Je sais pas trop, là encore, j'ai l'impression que ça va être une saison plutôt bonne pour les Ferrari. Oui, vu le nombre, effectivement, ça peut. En WEC, en fait, c'est limité puisqu'on est avec 2 voitures de chaque marque, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est Mhm. plutôt une catégorie où vraiment on a plus de constructeurs et moins, on va dire, Oui, un qui domine tout. Là, ici, on a quand même McLaren qui arrive pour la première fois en ELMS avec aussi. United. Par contre, on n'a pas de Lamborghini. Bon, voilà, je suis un petit peu déçu de ça, parce que je pense qu'elle était quand même efficace, Ouais. cette auto. Mais comme tu dis, Mercedes, grâce à Iron Lynx, c'est pas mal du tout. Avec un équipage qui était chez Aston l'année dernière, Martin Berry, Lorcan Hanafin, et qui sont rejoints par un pilote Mercedes, évidemment, Fabian Schiller. Donc, à voir ce que ça peut donner. Ça devait être Gustavo Menezes quand même dans la voiture. Mais pareil que Logan Sargent, il s'est défilé. Décidément, les Américains Ok. défilent, hein. Je Mais sais on pas a pourquoi. des explications un peu plus de pourquoi Bah non. non. Franchement, autant pour Logan Sargent, je pense qu'il en a eu un peu ras-le-bol et qu'il a fait un burn-out, hein. C'est carrément possible. Pour Ok. Gustavo Menezes, je sais pas si c'est le budget ou. Franchement, j'ai pas eu d'explication particulière. Moi, j'ai un autre pilote que je suis content de retrouver, c'est Alessio Picariello. Super content de retrouver le Belge avec Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni. En fait, il remplace Julien Handlauer, qui passe chez Porsche officiel, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à suivre? Oui, alors c'est vrai que les Ferrari sont en nombre. Moi, je vais regretter justement cette surdomination de Ferrari et ce manque d'Aston Martin, ce manque de Porsche même, parce qu'on n'a que 2 Porsche. J'aurais bien vu 2 Mercedes, tu vois, mais après, il faut les équipes qui les engagent, hein. C'est ça aussi le problème. Après, il y a quand même aussi, ouais, je suis d'accord avec toi, hein, le manque d'Aston Martin, par exemple. Faut pas oublier que Racing Spirit of Le Mans, ils sont cette année quand même dans un double programme C'est vrai. ELMS et WEC. Donc, et qui apparemment a mis enfin, il a pas mis du temps à se mettre en place. Au contraire, ça a été un peu en mode accéléré. Et il a fallu rapidement le structurer, etc. Donc, je pense que déjà, c'est beau de les avoir dans un double programme. Je suis Et, d'accord. mais c'est vrai que c'est une machine qui est l'Aston Martin, pour le coup. L'année dernière, c'était un peu la force dominante, on l'a dit, avec victoire notamment en 24 heures de Spa. Enfin, cette Evo de la Vantage AMR, elle est ultra efficace. Et ouais, ça aurait mérité d'en avoir au moins deux exemplaires en ELMS, ça je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Alors attends, on a un pilote qui fait un triple programme. Si Aston fait un double, lui c'est Ah, un triple. Valentin. Valentin Asclo, il est en IMSA, il est en WEC, il est en ELMS, il vit dans les avions cette année en fait, hein, Valentin. C'est assez incroyable. Et là, il sera avec Dans les Honda avions et dans Star. les voitures, du coup, il Et fait dans les les. deux, quoi. Exactement. Ouais, Ah bah il fait comme Henri Mm. Pescarolo, hein. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de Trajectoire, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller l'écouter, puisqu'on a parlé de ses aventures aériennes et de ses aventures en auto. Enfin, tu vois, c'est le lien. Et en plus, il a roulé avec les couleurs Pescarolo, tiens, Valentin C'est Asclo, vrai. en 2023. Donc voilà, il y a double lien. Oh, incroyable, on fait des transitions fantastiques. Bon, Euh, alors, ouais, vas-y, ouais, vas-y. franchement, pour se mouiller, parce que justement, j'allais me Ouais, mouiller, voilà, pareil. c'est pas simple. L'année dernière, c'est quand même Lamborghini qui a gagné in extremis devant les Iron Dames et leur Porsche.
Je vois Improbable, ouais. pas les Iron Dames s'imposer cette année. Alors si, dans des courses, évidemment, mais ça sera quand même dépendant de la mise en action de Célia Martin, qui quand même est encore en phase d'apprentissage, faut bien le dire. Pilote bronze, pas facile, elle succède à Sarah Bovy. Alors Sarah sera dans l'équipage, donc elle va pouvoir l'aiguiller un petit peu et l'aider. Mitchell Gatting, c'est la pilote leader de cet équipage. Moi, je vois bien quand même, sans grande surprise, peut-être l'équipage avec Daniel Serra être au rendez-vous avec Ben Tuck, avec Takeshi Kimura. Ça peut le faire, toujours sur Ferrari évidemment, qui est celle qui engage 2 voitures, avec une qui vient de Michelin Le Mans Cup. Donc ça peut être soit à la 57, voilà, que je vois à l'issue de la saison, allez, je vais le dire quand même, mais la Stone de chez Racing Spirit of Le Mans. Honnêtement, je les vois bien. Avec Clément Matteux qui a l'expérience, il est certes bronze, mais c'est un bon pilote bronze. Erwan Bastard qui roule très bien et qui est un pilote silver. Et puis tu as Valentin Asclo, le pilote gold dans cet équipage. De toute façon, Erwan me l'a dit, quand j'ai fait des soirées pour les 24 heures du Mans là Ah, récemment. monsieur fait des soirées. Je fais des soirées, mesdames et messieurs. Non, non, mais c'est vrai que je vais à la rencontre des auditeurs et à la rencontre des fans et des membres du club ACO, et c'est tellement positif parce qu'on rencontre des pilotes et on fait des échanges sur scène. Et ça, c'est un concept qui est vraiment super. Juste avant de regarder le film des 24 heures 2024. Et donc, Erwan m'a dit, l'objectif, franchement, c'est d'aller chercher le titre pour avoir une place au Mans l'année prochaine. Clairement. Ok, ok. Donc, j'espère pour Alors lui qu'il va y arriver. à moi de me risquer. J'ai vu que Célia Martin, ils nous l'ont mis en nationalité allemande. Alors je sais qu'elle parle allemand. Je Oui, savais non, pas qu'elle mais est... non, elle est française, mais Ah, elle ouais. roulait sous licence allemande. Ça dépend en fait des listes d'engagés. La liste d'engagés officielle, elle est bien avec licence française. Ok, ok. Non, parce que par contre, je sais qu'elle est en allemand, elle est fluente totale, quoi. Mais Exact. ok. Alors moi, j'ai 2 pronostics. Pronostic saison, je vais miser sur la Spirit of Race, la 55, avec Ah, pas mal. Cameron, Perel et Griffin. Oui. À la régularité, tu vois. Ils vont peut-être en gagner une ou deux. Les autres, ils vont mettre des coups de portière. Ça va le faire. Ça va être une Ça saison sera pour eux. Cameron dépendante, comme on dit, parce que ça peut très bien faire et ça peut mal se terminer parce que Duncan Cameron, il laisse pas toujours la voiture en bon état pour David Perel et Matthew Griffin. C'est ça. Après, j'ai 2 voitures, on va dire, un peu de cœur. Je sais pas, mais j'aimerais évidemment que la Iron Dames brille parce qu'elle mérite et parce elles sont quand même sorties d'une saison 2024 qui était assez catastrophique, que ça C'est soit clair. en WEC ou en ELMS. On se souvient justement à Barcelone l'année dernière où sortie des stands, il y a un écrou qui s'est Oh là coincé. Enfin là. bref, voilà. En WEC, ça a été compliqué aussi. Je me souviens à Interlagos avec la caisse qui se met à fuir, enfin un truc qui perd Ouais. du liquide, etc. Bref, saison Avec juste, c'était un difficile. joint qui a lâché, hein. Il Ouais. n'y avait pas eu de contact, rien du tout. Enfin, c'était fou, Donc, quoi. saison difficile qui mériterait de repartir bien et en vrai en WEC, je pense que ça va être un peu tendu. Donc, je verrais mieux le LMS comme un bon terrain de jeu pour elle. Oui, mais il n'y a Mais plus l'avantage Sarah Bovy en qualif. c'est ça. Et après, par contre, une autre voiture, alors là, c'est totalement Ah, au doigt mouillé. subjectif. J'aimerais bien que la 50 brille. Pourquoi? Parce que dessus, il y a Lilou Wadou, Oui, que j'aime bien. Et aussi parce que j'ai vu dans les premières images que le LMS a partagé. Donc, c'est une Ferrari Richard Mille AF Corset. oui. Et les premières images que j'ai vues, elle a une livrée blanche et bleue. Et je t'avoue je la trouve super jolie, cette caisse. Génial. J'adore Ça la ligne de rappelle la Ferrari. Ferrari, tu sais, des années 60, en 64, là, quand Ferrari avait fait, bah, pas grève, mais enfin bon, il avait protesté au Grand Prix du Mexique, et donc la voiture était bleue et blanche. Bah, ça rappelle ça. Ben, moi, je trouve qu'elle est super. Alors, c'est vraiment purement perso, hein. Mais voilà, je la trouve efficace. Et la ligne de la Ferrari, je trouve, colle très bien avec ce design. Donc, si on peut la voir à l'image, moi, je. Après, au niveau Toi, tu valides. pilote-pilote, bon, c'est peut-être moins solide que d'autres équipages, quoi. Ouais, bah ils viennent de Michelin Cup, hein, Toledo et Agostini. C'est vraiment, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, hein, mais dans cette catégorie LMGT3, c'est vraiment dépendant du pilote bronze et du premier relais. Ouais, C'est ouais. vraiment ce qui va faire la différence. Donc, Custodio Toledo, moi, je suis moyennement confiant. Voilà, Ok. mais bon, ça peut le faire quand même. Moi, je vois Charles-Henri Samani quand même être pas mal aussi. Il va falloir qu'il puisse conforter sa confiance en piste, hein, mais en tout cas, bah, lui, humainement, il est adorable, donc c'est vrai que j'aimerais le voir aussi performer. Il est avec Conrad Lorsen et avec David Erigon, donc c'est un bel équipage. Mais voilà, ça va vraiment être le premier relais qu'il va falloir surveiller entre les pilotes bronze, et c'est pour ça que ma petite préférence, entre guillemets, sur le premier relais d'Espagne de la première course de la saison
irait plutôt vers Clément Matteux et Takeshi Kimura, parce qu'ils Ouais, ouais. ils sont un petit peu plus expérimentés. Maintenant, je mets pas de côté non plus Martin Berry, hein, qui est rapide. Donc, va falloir suivre ça. Mais j'ai hâte. Franchement, ça va être sympa. Il y a Koizumi aussi sur la Corvette de chez TF Sport qui peut faire un bon premier relais. Là, c'est vraiment des. Là, faut être spécialiste des pilotes bronze, hein. Là, je te le dis, hein. Ouais, c'est pour ça que je lâche un peu plus. Je Bon, te d'accord. laisse. Tu lâches la Mais rampe. voilà, je te donnais mon avis, tu vois, ça se joue à la livrée, quoi. C'est Ouais. c'est vraiment. Mais ça peut, honnêtement, je crois que tu as raison sur la Spirit of Race, hein. Ça peut faire une belle saison et de belles performances. Donc à voir ce que ça peut faire. Mais en tout cas, vous avez compris que j'ai hâte et que on a tous hâte de pouvoir suivre. Donc cette course, ça sera sur YouTube, ça vous en avez l'habitude. Donc sur l'European Le Mans Series, ELMS, onglet direct, je crois. Et faut bien choisir le feed français, s'il vous plaît, quand même, pour avoir une interaction dans le chat et sur YouTube parce que certains ne voient pas le feed français qui n'est pas vraiment mis en valeur sur la page de C'est vrai. garde, j'allais dire YouTube, mais bon, ça c'est inhérent à l'organisation YouTube. Mais voilà, faut aller chercher un petit peu plus loin et aller dans l'onglet direct. Bon, bref, voilà. Ah bah, on suivra ça, carrément. Voilà, et chercher sinon sur les réseaux d'Endurance Mag ou de mes réseaux à moi, Hmm. voilà, avoir Ouais, les liens en on français. relaie quasi Et systématiquement je les sais, solutions pour pouvoir suivre les courses, évidemment, ouais. Ouais. je sais bien, et je t'en remercie, et je vous en remercie, avec Romain également. Mais ouais. Voilà. Bon, parle-nous un petit peu de Barcelone, parce que là, on a été complet. Ah, Moi, la j'aimerais vache. avoir quand même l'avis des auditeurs et des viewers YouTube de l'Endurance Club, hein, sur vos pronostics. On s'est mouillé. À vous de vous mouiller, hein. LMP2 Ah oui. Pro, LMP2 Pro Am, LMP3, LMGT3. Donc en commentaire, n'hésitez pas. Ou sinon sur Twitter, sur X ou sur Instagram. Mais voilà, en tout cas, on veut avoir de l'interaction avec vous. Donc n'hésitez pas à nous faire de votre pronostic et nous dire ce que vous pensez de la catégorie LMP3. Écoute, alors tu veux que je te raconte un petit peu Barcelone? Bah oui, Bah, bah oui. c'était top. Du coup, Il y a eu c'était du un dégât. peu. Il y a eu du dégât aussi, hein. Certes, la météo était pas bonne, mais Ah ouais. certaines voitures, malheureusement, n'ont pas fini en bon état. Effectivement, donc j'ai participé aux commentaires de la première manche de la saison Peter Otto, donc qui a une saison d'endurance historique et donc le premier rendez-vous. Il y avait effectivement, comme tu l'as dit, il y avait eu une manche au Qatar, mais c'était vraiment juste un one-off avec un plateau qui était là-bas, alors que les saisons avec les différents plateaux réguliers, il y a 9 plateaux je crois en tout. Oui. Le calendrier, la vraie saison démarrait là à Barcelone et j'ai adoré ça, l'exercice. Moi, c'est pas très un secret que niveau commentaire, j'ai une expérience beaucoup plus limitée que la tienne, évidemment, Ah et bah c'est mon beaucoup plus métier dans un en même rôle, temps. voilà, et beaucoup plus dans un rôle d'expert, comme tu m'as déjà fait intervenir ou comme j'ai pu le faire aussi. Il fut un temps, et là, bah, c'était un peu plus devant, on va dire, parce qu'on était trois à se relayer avec Vincent Franzen et avec Julien Ergo. On se relayait sans vraiment se relayer, c'est-à-dire qu'on était toujours au moins deux en cabine, Ouais. et avec 9 plateaux, avec des voitures qui vont des années 60, je crois qu'il y avait une voiture même qui était un peu avant années 60, une Allard, jusqu'aux voitures les plus récentes, on avait une Corvette GT2 de 2010 par exemple, donc tu vois, ça Oh, donne il y a un large éventail de voitures, des plateaux très différents, ceux qui sont vraiment centrés sur le tourisme, d'autres qui mélangent LMP et GT, d'autres plateaux qui sont monomarques et monotypes avec que des 911 2 litres, donc vraiment assez compliqué à préparer, je t'avoue, parce que t'as vraiment des enjeux parfois sportifs, d'autres fois où les plateaux sont. Bon, il y a moins d'enjeux sportifs, mais on a des super voitures à avoir en piste, donc voilà, j'avais pas mal bossé ça. ouais. Et puis bah une fois que c'est lancé, en fait, c'est très sympa à suivre la saison historique. Et là, vous allez pouvoir le suivre puisque toutes les courses vont être rediffusées en direct, commentées sur YouTube, c'est gratuit. Et Ouais. c'est vachement intéressant parce que voilà, ça mixe à la fois le sportif, qui évidemment, là, on vient d'évoquer le LMS où on est dans le pur sportif et là, il n'y a pas ce niveau d'intensité de course. Mais par contre, ça apporte d'autres choses. On revoit des voitures qu'on n'a pas vues depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. On a des pilotes avec des niveaux variés. On a des gentlemen et des pilotes pro. Je sais pas, il y avait du Yann Magnussen, par exemple. Il y avait Mais non. Ah bah si, bien sûr. Bon, il y avait Soy Ayari aussi. Il y avait Soayari, il y avait Tim Papas, Joran Blickmolen, il y avait du Shilton, enfin, tu vois. Ah oui, sympa. Ouais, non, mais en fait, il y a d'anciens pilotes ou des pilotes même en activité. Len Doudis, on en a parlé, qui est là aussi. Mhm. Et puis des gentlemen. Mais des gentlemen qui ont quand même un sacré coup de volant. C'est pas des gentlemen genre, ça y est, ils ont un peu d'argent, ils se payent une voiture. Faut respecter, comme dans d'autres compétitions, un processus où tu évolues, tu as des licences pour pouvoir piloter certaines voitures. Donc, personne n'est là vraiment par hasard.
Ouais. Et les voitures encore moins par hasard, puisqu'il y a vraiment ce respect aussi d'avoir des voitures authentiques, que ce soit des châssis qui ont couru en période, ou alors des voitures qui sont conformes en tout point à des voitures qui ont couru en période. Donc c'est vraiment, c'est hyper riche, et je t'avoue que rien que ce premier week-end, il y a tellement d'histoires à aller raconter, à aller chercher, à parler avec les propriétaires, les pilotes, c'est incroyable la richesse de tout ça. Donc c'est la deuxième vie un peu des voitures, si ce n'est pas leur C'est vrai. troisième ou quatrième vie, tu vois. Mais c'est toujours passionnant parce que les gens qui sont dans ce domaine-là sont à fond, quoi. Ils sont Ils ont passionnés. ouais, ils ont une passion. Donc voilà. Et en tout cas, pour ma partie, bah écoute, je laisse aux Ça va, ça s'est auditeurs, bien pareil, passé? hein, c'est un peu comme les commentaires, je laisse aux auditeurs juges de ma prestation. Voilà, je pense que c'est pas moi qui fais le spectacle, hein, on accompagne ce qui se passe en piste, on raconte les histoires. Donc voilà, je Oh, pense tu nous avoir fais quand même été. le spectacle. Ouais, non, mais je pense avoir été effectivement bien dans mon rôle. Et comme tu l'as dit, on a eu la première image forte. Bah, j'étais au commentaire d'ailleurs avec Vincent. Oh là là. La première image forte, c'est la sortie de Seul Ayari avec la Peugeot 905 Evo 1 bis, qui était en config, je crois, 92. Enfin, en tout cas, c'était avec les pilotes Le Mans 92, etc. Et bah, un tout droit au premier virage. En fait, il a perdu les freins, donc Oh, il c'est est chaud. rapide, hein. Il est très bon parce que il essaye d'aller dans l'herbe pour la freiner. C'est-à-dire qu'il se rend compte, à mon avis, quand il tape dans les freins, il se rend compte qu'il n'y en a plus. Et Et puis tout de attends, suite, il a le réflexe d'aller dans l'herbe pour je essayer pense de la qu'il veut ralentir. éviter son Le adversaire contact aussi. aussi, Ah oui. ouais. Il veut éviter le contact avec la voiture devant et il l'évite, et tant mieux. Et par contre, il y a un choc assez costaud avec la pile de pneus. Ouf. Et fort heureusement, il s'en sort, lui, sans gravité. En tout cas, j'ai pas eu d'infos plus Non, que non, ça, mais il s'en est il sorti, est ouais. sorti par lui-même de la voiture. La voiture, par contre, là, c'est pareil, j'ai pas les détails précis, mais Mm, mm. waouh, fortement abîmée. Est-ce que la coque a été touchée? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme travaux à faire? Je n'en sais rien, mais fortement abîmée. À mon avis, on va pas la revoir tout de suite, quoi. Ah là là, quel dommage. Ça, c'est sûr que c'est le problème. C'est à la fois la beauté, j'allais dire, du geste pour les collectionneurs et c'est à la fois Hmm. la dangerosité. C'est que, bah oui, on peut vite l'abîmer, quoi, cette voiture. Donc, mine de Tu sais, rien, ils sont quand même courageux, hein, ces collectionneurs, hein. en fait, moi, on dit, c'est un truc qui se dit souvent dans ce milieu, c'est que les courses péter auto, et Le Mans Classique en est le meilleur exemple, c'est un peu c'est un musée roulant, c'est-à-dire que c'est des voitures qui, en vrai, pour la plupart, auraient plutôt leur place dans un musée. Mais je trouve ça génial que les propriétaires fassent l'effort de les faire rouler, parce que c'est comme ça qu'elles s'expriment le mieux et qu'on en profite le plus. Donc, c'est un vrai courage et c'est un vrai parti pris, parce que bah, c'est des voitures qui ont une valeur, et là, bah, tu te doutes bien que la valeur chute un petit peu quand il y a un accident comme ça. Elle a un petit peu chuté, effectivement. Ouais, mais bon, au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'en profiter. Donc, ouais, voilà, le risque est là. Après, il y a quand même aussi des garde-fous qui sont mis en place par les organisateurs. Ça, c'est un truc, je sais pas si tu connais cette règle, mais dans tous les plateaux péteurs, il y a un principe qui est, si tu es responsable, en gros, c'est pas le pollueur-payeur, mais c'est Ah! responsable-payeur. En gros, s'il y a un accident, il y a le commissaire sportif qui analyse, qui voit, il y a les caméras embarquées, il y a maintenant la prod télé aussi, il y a les Uhum. déclarations de chacun. On voit s'il y a un accrochage, hein. Je parle pas de ce Ayari qui là sort tout seul parce que c'est un Bien problème sûr. technique sur la voiture, mais s'il y a un accrochage entre deux voitures, bah, il y a comme un constat, et le pilote qui est jugé responsable bah, Waouh! paye ses réparations sur sa voiture et Eh paye ben non, eh ben je 50% des savais pas. réparations de la voiture de l'autre concurrent. Ok, ok. Eh ben, tu vois, c'est la seule fois que j'entends ça dans des compétitions auto, parce que d'habitude c'est Ouais, 50-50 si tu veux et ouais, pour les droits, mais enfin pour les droits, pour le paiement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, t'as beau être pour rien dans ton accident, bim, tu payes 100% des réparations de voilà. ta voiture. Là non, là le pilote qui est en tort répare sa voiture et répare la moitié, enfin l'équivalent de la Voilà. moitié de la voiture Ouais. de l'adversaire. Ok, Alors après, c'est à discrétion aussi évidemment. comment les différents concurrents font, parce il faut pas perdre de vue qu'on a aussi des pilotes parmi ces plateaux qui sont très fortunés et qui ont largement les moyens de rouler dans ces plateaux. D'autres qui sont plus modestes, qui sont des gentlemen, mais qui travaillent et qui ont réussi à s'acheter une voiture, à la préparer, à l'engager, donc ils sont pas forcément avec les mêmes niveaux financiers. Donc voilà, ça après c'est à la discrétion de chacun, mais en tout cas la règle elle est comme ça, et ça a été pensé pour bah, freiner un petit peu les ardeurs de ceux qui pourraient tenter d'aller se battre et aller chercher le dernier dixième et avoir des gestes un peu déplacés en piste avec des voitures qui parfois valent plusieurs millions d'euros. Oui. Donc c'est une façon de rappeler qu'on est dans de la compétition, parce qu'il y a un vrai enjeu sportif, et je peux te dire que les pilotes, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode historique, mais
bien sûr. Les pilotes, il y en a qui se battent et qui sont vraiment là pour aller chercher des coupes et des médailles et les ramener, et d'autres qui sont un peu plus dans prendre du plaisir. J'ai un équipage, là j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a un équipage familial par exemple avec le père et la fille où voilà, ils sont derrière, mais on s'en fout en fait. C'est déjà incroyable d'être là, de partager la piste avec des voitures mythiques. On n'est pas dans la recherche du chrono, mais imagine lui il se fait percuter, il a rien demandé, tu vois. Donc cette règle du responsable qui paye, elle fonctionne en tout cas depuis plusieurs saisons. Je trouve ça Et sympa. ça évite des comportements, tu vois, déplacés, on va dire. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, c'est un bon garde-fou. Eh ben, je l'apprends, je l'ai appris, on n'en a pas parlé pendant l'épisode spécial Ouais. sur les Bon, épreuves classiques. Voilà. et quand même, j'ai une. Et puis on ferme Ah, la parenthèse Barcelone, ouais. mais j'ai quand même un truc pour toi. J'étais au Ah, commentaire de l'Endurance Racing Legends 2, qui est ouais, un plateau qui est focus sur les GT2, c'est-à-dire les ouais. voitures qui correspondaient à la réglementation GT2 à l'époque. Ok. Majoritairement des 993, des 996, etc., etc. Fin de course assez sympa, petite bataille devant, je crois qu'il y avait un peu de pluie d'ailleurs. Et bon, bref, il y a des batailles entre Porsche, on commande ça. Et je vois pas il y a une Ferrari qui remonte mais comme une balle derrière et qui finit finalement troisième. Je l'ai pas identifié. C'est mon petit Pierre Herrey qui était au volant, disons. Mais non! Pierre Herrey qui fait troisième sur une des courses On savait qu'il du avait du week-end. talent caché, notre Pierre Ah ouais. Herré. Et en plus, vraiment, tu sais, la totale, c'est-à-dire dans une caisse, dans une Ferrari aux couleurs Farnbarer, donc où il a vraiment couru en période, je crois. Hein, donc Génial. Ouais, ouais. il y avait quelques trucs comme ça. Il y avait RML aussi, où tu avais Mike Newton qui était en combinaison de l'époque dans la voiture. Il y avait aussi Pierre Bruno, Marc Rostand qui était dans Oui, la Pilbeam, qui était encore en déco, en config 1000 ça milias. c'est Donc, génial. Ça c'est génial. tu vois, Et tu vois, la complète, quoi. Pilote voiture. ouais. Non, mais c'est ça, pilote voiture qui ont roulé à l'époque et qui reroulent maintenant, Ouais, ça c'est génial pour les incroyable, incroyable. nostalgiques. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est que voilà, on charrie rapidement Pierre Herret parce que oui, dans les compétitions modernes, c'est très compliqué. Ça prouve quand même que ces pilotes bronze, qui dans les compétitions modernes passent pour des pilotes qui roulent pas trop, bah, en fait, on se rend compte qu'ils ont un très bon coup de volant. C'est pas le problème, c'est qu'ils sont face à des pilotes professionnels. Donc ils sont rapides, enfin, c'est l'occasion de remettre un peu l'église au milieu du village si je puis dire, et donc je suis content que tu m'en parles, parce que des pilotes comme François Perraudot, des pilotes comme Duncan Cameron, tu leur mets entre les mains une voiture qui est efficace et face à des pilotes qui sont un petit peu moins capés, bah, eux vont tout de suite avoir ce rôle justement de pilote affiliés pro entre guillemets parce qu'ils font de la Ouais. compétition en moderne. Donc non, ça c'est intéressant. Après, il y a aussi d'autres choses, c'est que il y a des voitures, bah, il n'y a pas de balance de performance, donc tu as des voitures qui sont plus puissantes que d'autres, et donc voilà, tu te retrouves avec des fois des pilotes qui sont peut-être moins capés, mais qui roulent très fort et qui arrivent à s'imposer. Et à l'inverse, tu as des voitures, et on l'a dit la semaine dernière, et bah, tu as des voitures qui n'ont pas le niveau pour être Mm, devant, et quand elles sont mm. pilotées par des pilotes pro, bah voilà, bam, ça gagne quoi. Non, mais c'est intéressant, franchement, je vous invite à aller découvrir, à aller voir ça. Tout est en replay, hein, l'intégralité des courses du meeting de Barcelone sont à retrouver en replay sur la chaîne de Peter Otto. Et les Oui, prochaines seront à suivre aussi. Il y a Spa Classic au mois de mai, on aura le temps d'en parler d'ici là, mais ouais, c'est marrant, c'est vraiment une autre facette du. Si vous connaissez bien le sport auto moderne et l'endurance moderne, et que vous connaissez un peu moins l'histo, vous allez voir, là encore, c'est une autre façone de voir la course, mais qui est, je trouve, intéressante. Enfin, moi, en tout cas. Ouais, ça y est, je te dis, vu que c'est mes 40 ans, c'est la transition. Je me suis trouvé une nouvelle famille avec l'historique, quoi. trop bien. Franchement, c'est cool. Bah voilà, on parlera un petit peu plus d'historique cette année. On l'a Oui, précisé dans l'épisode spécial. Et bah, j'espère qu'il vous a plu. Mais en tout cas, d'après les retours qu'on a eus, il vous a plu. Donc, on va continuer d'en parler un petit peu. Et puis, ben, on va parler aussi, évidemment, de courses modernes. Hein, parce que l'ELMS, la semaine prochaine, ben voilà, forcément, on va revenir sur ce qui se sera passé à Barcelone. Et on reparlera de WEC et on parlera d'IMSA et plein d'autres choses, voilà, dans l'Endurance Club. faisons, c'est quoi ton actu, rapide? Ah oui! Ah bon, bah alors mon actu facile, puisque bah, cette fin de semaine, je serai en Espagne pour Barcelone, donc pour les 4 heures en ELMS Ouais. pour l'ouverture de la saison. Je serai début de semaine, donc eh bien, aux 24 heures moto, mais pour les Prémans, parce que bah, voilà, il y a une petite épreuve d'endurance moto aussi qui a lieu. Et comme j'ai à la fois la casquette moto, auto, avion, ski, enfin bon, bref, voilà, tout ce qui va vite et qui a de la bonne trajectoire et ben je serai au Mans et je vais aussi animer une conférence sur le handicap et sur l'accessibilité. Ça sera fin Ok. de semaine.
donc juste avant de partir en Espagne. Et ça, c'est important parce que ça me tient à cœur, en fait. Et j'ai animé une conférence la semaine dernière à ce sujet-là, le sens de l'emploi. Et ça s'adresse à des personnes en situation de handicap sensoriel, donc à la fois déficience visuelle ou personnes sourdes. Et c'était vraiment enrichissant. Et voilà, j'ai cette carte-là aussi et cette envie de pouvoir aider, promouvoir ben voilà, les personnes en situation de handicap, ou comme dit Philippe Croison, capable autrement. Voilà, c'est bien, c'est beau, c'est bien dit. Et j'ai aussi une émission dont j'ai la charge, ça s'appelle À vos marques sur Sport en France. Bref, voilà, ça fait partie aussi de mes activités autres et outre le sport d'hiver que j'ai fait ce week-end et les sports mécaniques. Mais voilà un petit peu mon actu. C'est vrai que ça va Ok. s'enchaîner, hein. Là, il va y avoir de Ouais, l'actu carrément. et je vais aussi enregistrer d'autres épisodes trajectoire. J'en ai plein, plein, plein en stock. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils soient montés, Mm. préparés. Et voilà, ça va arriver bientôt. Je peux vous dire, hein, il y a un pilote belge qui m'a fait le plaisir de m'accueillir chez lui. Et vous allez le découvrir. Il s'appelle Maxime. Voilà, comme ça je vous donne un Ah. petit indice. Et son nom de famille est un prénom également. C'est Ça va, le tu l'as? fils d'un pilote aussi. Exactement, exactement. Donc, non, Ils ont fait ça. J'ai maté du coup un ah, peu. Je suis tombé sur l'excellent documentaire sur l'histoire du circuit de Spa-Francorchamps de Christophe Anquet. d'accord. Et Ah, il y a un passage justement comme ça où il y a Maxime avec son papa génial. et où il se renvoie un peu la balle. Alors je sais plus comment il le dit, mais en gros, il dit maintenant, je suis plus ton fils, c'est toi qui es mon père, quoi. En gros, tu sais, dans le Oui, regard des oui, gens, oui, quoi. Maintenant, c'est bien sûr. Maxime Martin qui est plus connu, quoi. C'est marrant. Complètement. Mais tu sais que ça, il se passe pareil pour Jean-Marc Gounon et Jules Gounon. Oui, C'est exactement la clairement, même clairement, chose. c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est marrant. bah, ça dépend des résultats, en fait, c'est ça, hein. Il y en a certains où le papa reste, on va dire, plus important que le fiston. Ah oui, Mais, oui. voilà, c'est assez. Bon, je pense que Martin Brundle reste Martin Brundle et qu'on se souvient plus trop que Alex, c'est le fils, quoi, en gros. Ah, c'est vrai que. Par contre, je pense Voilà. que chez les Magnussen, c'est pareil. Il y a une Ah, petite inversion d'épaule, quoi. tout à fait, tout à fait. Alors que Yann pourtant était un sacré pilote. Mais voilà, donc ça fait partie du jeu. Mais ouais, Maxime Martin, super adorable. Enfin, franchement, Ah on ouais, a c'est une parlé crème. de sa famille, on a parlé de plein de choses et on a surtout parlé de lui. Et donc dans Trajectoire, et ben voilà, c'est pas un hasard si ces pilotes belges, et ben voilà, Mm. m'accueillent parce qu'ils sont ultra sympas. Sarah Bovy m'a fait l'honneur de me recevoir aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un bonheur à chaque fois de partager. Et d'autres pilotes belges et journalistes belges m'ont accueilli aussi. Donc voilà, il y a des belles choses Bien. à entendre encore dans Trajectoire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter la première partie de l'épisode avec Henri Pescarolo, mais j'ai eu des très bons retours et j'en suis content pour Henri parce qu'il le mérite. Et vraiment, Mm. c'est un super personnage. Voilà, tout simplement. Tu veux mon actu? Ah, elle va être calme, hein, parce que là, Oui, du coup, j'ai tout donné, hein. Sur un week-end, t'as là, tout j'étais donné? vraiment Bon, à fond. d'accord. Non, en fait, si, actu. En vrai, ça peut quand même être intéressant. Je me suis lancé dans une refonte complète d'Endurance Mag. Pourquoi? Parce que, Oh, en fait, quand j'ai lancé le site, je l'avais vraiment pensé au départ comme un peu un outil de travail pour moi pour faire mes recherches et me documenter sur l'endurance. oui, Et il se trouve que bah, là, en fait, ça prend encore plus de sens aujourd'hui que maintenant que j'ai cette mission avec Peter Otto d'être au commentaire de course. Et puis qu'on a ce podcast ensemble toutes les semaines. Et bah, je trouve que ça fait sens. Donc il y a eu une petite refonte graphique rapide de la c'est page vrai. d'accueil. Non, C'est si, pas si, non si, plus si, fou. j'apprécie, j'apprécie. Et surtout en coulisses, en arrière-plan, ce que là, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment essayer de récupérer le max de data sur chaque édition des 24 heures du Mans. En fait, en gros, être le complément de la page Wikipédia ou en français notamment, je trouve que c'est un peu décroché depuis quelques temps, où il y a moins de. Par rapport aux versions anglaises en tout cas, qui sont beaucoup plus fouillées. Oui, Bah, je vais essayer d'apporter un complément. Alors, les classements, qui a gagné sa catégorie, ça, on peut le retrouver un peu partout, j'ai envie de dire, donc c'est pas forcément là-dedans que je vais aller. Mais c'est plus à essayer de faire des ponts, essayer de trouver des parallèles avec des statistiques un peu inédites, ou en tout cas faire des liens entre des choses. Bah ça, je trouve que pas grand monde prend le temps de le faire. Et je trouve ça assez cohérent par rapport à Endurance Club. Et moi, ça ne peut que nourrir mon commentaire quand je suis derrière un micro, que bien ce sûr. soit avec toi ou avec Peter Otto. Donc attendez-vous à voir ça. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça va se présenter. Est-ce que dès qu'il y a une nouvelle page en ligne ou une nouvelle édition des 24 heures du Mans que j'ai analysée, je la mets en avant. Je ne sais pas encore comment je vais vous le partager. Mais en tout cas, sachez que je bosse pas mal là-dessus et sur voilà, essayer de gratter des petites histoires. Tu vois, tu parlais de Maxime Martin. Bah, j'ai vu quand dans la famille Martin, le père et le frère ont commencé aux 24 heures du Mans, chez Rondeau.
Donc tu vois, On en parle justement dans Trajectoire. essayer de, Ouais. ouais, voilà, essayer de creuser tout ça, des infos qui sont passionnantes pour les amateurs d'endurance que vous êtes, mais qu'on a parfois du mal à trouver ou qu'on n'a même pas identifié, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon truc du moment. Pas mal. Ok, ok, je vois. Mystérieux un peu, hein, t'as vu? Ouais, c'est bien, c'est bien. On est mystérieux, voilà, de toute façon. Non, mais je comprends un peu le principe, enfin, je comprends même complètement le principe et je plus sois et je suis content que l'Endurance Club, voilà, ait pu permettre aussi, voilà, cette possibilité pour toi, tout simplement. Et alors, par contre, il y a un autre truc aussi, on va conclure là-dessus. Ouais, Moi, j'attends, ça c'est vraiment appel aux clics et aux commentaires, mais on attend aussi vos retours. J'ai beaucoup échangé du coup avec Julien Ergo, qui était invité de l'épisode la semaine dernière, oui, qui était donc aux commentaires avec moi à Barcelone avec Vincent Franzen. Julien qui est un ami depuis des années maintenant, on se connaît depuis l'époque des Le Mans Series, les grandes années. ouais. Il a beaucoup poussé, et j'avoue que je milite aussi, pour qu'on fasse un épisode ensemble dédié à une édition des 24 heures du Mans, et je voulais soumettre comme ça l'idée de 1995. Ah, Est-ce génial. qu'on pourrait pas se faire d'ici Le Mans, on fait un épisode spécial Le Mans 95 tous les trois, euh, Écoute, on parce que peut ça fait 100, ça essayer. fait 30 ans, et parce que McLaren va probablement revenir, donc tu vois, ça aurait du sens. C'est vrai, on peut essayer. Voilà, je sais pas trop quand est-ce qu'on va le Ah caler ok, dans nos merde. agendas, Vous avez vu, mais j'ai essayé, hein, j'ai essayé de le pousser, mais Anthony il veut pas. Vous voyez, c'est lui qui fait la non, si, résistance. si, si. Non, je pense que c'est pas mal. Après, est-ce que ça sera avant Le Mans ou après? C'est plus Ah ok, ça ok, ma, ok. voilà, plus ça ma contrainte. Mais sinon, je pense que c'est une très bonne idée, mon cher. Cool, bon, tant mieux. Voilà, je suis séduit par l'idée. Non, mais écoutez, parfait, impeccable. On a essayé d'être complet donc sur cette ouverture de saison en ELMS. Vous avez compris que c'est difficile de faire des pronostics, mais bah, ça va être très sympa en tout cas. Et bah, j'espère que la météo sera au rendez-vous quand même. Même si on n'est pas à l'abri d'une petite averse, et on se dit que c'est pas mal aussi pour la stratégie. Parce que s'il y a que du soleil, bon, peut-être que c'est un petit peu plus fluide et moins facile de dépasser. Mais voilà, on sait quand même qu'il y a certains pilotes qui arrivent à dépasser sur le circuit de Barcelone. Bon, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup Geoffroy, comme d'habitude. Bah, plaisir partagé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine donc pour débriefer de cette épreuve des 4 heures de Barcelone. On se dit bonne semaine. Allez, bonne semaine, et puis rendez-vous semaine prochaine pour le débrief les messes. Exactement. Et on se retrouve sur YouTube, bien sûr, sur le chat, pour partager ensemble notre belle passion. Parce que vous le savez, dans l'Endurance Club, c'est ça le principe. On se retrouve toutes les semaines. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter sous les vidéos YouTube et à nous faire part de vos remarques. Salut à tous! Bon, très bien ça.